9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. Il est 9h30, c'est un sujet qui préoccupe de plus en plus et qui fait la une de l'actualité, relancé d'ailleurs aussi par Emmanuel Macron il y a de cela quelques mois, la démographie. Est-ce que l'on va vers un monde sans enfants? C'est ce livre de David Duhamel, bonjour. Bonjour. Le livre qui va sortir cette semaine, c'est en exclusivité, oui. Jeudi. C'est aux éditions Buchet-Chastel, un monde sans enfants. Alors je disais, oui, je citais Emmanuel Macron parce que c'est vrai, le président il y a quelques mois, on avait parlé du réarmement démographique. C'était l'un des défis parce que la France est un des premiers pays en Europe où la natalité a baissé de façon spectaculaire. Alors après, il y a d'autres pays dans le monde, mais est-ce qu'on est véritablement entré dans ce monde sans enfants, alors, David Duhamel? Alors, un monde sans enfants, c'est un titre un petit peu provocateur. Oui, provocateur, bien sûr. Il y aura toujours des enfants. Oui. Et le monde entre progressivement dans un nouvel âge, en fait, où le nombre d'enfants baisse énormément. Ça a déjà énormément baissé par rapport à il y a 50 ou 60 ans, mondialement. Et c'est un sujet absolument gigantesque. Et non seulement la baisse est déjà très importante, mais la thèse que je porte dans ce livre, c'est que on n'a encore rien vu. C'est-à-dire que la jeune génération qui n'est pas encore en âge sociologique de faire des enfants, elle est en âge biologique, mais elle fait ses études, elle commence sa carrière. Donc la génération Z qui n'a pas encore 30 ans, celle-ci, elle a été nourrie aux forces de la technologie, l'environnement digital, et aussi aux forces de MeToo. Oui. Bon, c'est ce qu'on va voir avec vous et avec les conséquences. Parce qu'en plus, tout à l'heure, vous êtes économiste, spécialiste. Je suis économiste. Docteur en économie, enseignant à Sciences Po et dans d'autres universités, également d'autres écoles. Qu'est-ce qui explique déjà ce premier, avant de voir la nouvelle génération, ce premier ralentissement des naissances depuis, disons, une trentaine d'années maintenant? Alors, énormément de choses. En fait, c'est vraiment un faisceau de choses. C'est jamais une chose, et c'est ce qui rend d'ailleurs la politique un petit peu impuissante, parce que il faut essayer de boucher des trous de partout. C'est pas une mesure qui va changer quelque chose. Décréter un réarmement démographique, c'est un petit peu un effet de manche, parce que j'aimerais pas être à la place d'Emmanuel Macron. C'est très très difficile à faire. Et réarmement, je pense pas que ce soit souhaitable, mais même si c'était souhaitable, c'est très difficile. Alors les causes, elles sont très variées, elles sont anciennes. On commence par l'urbanisation. Ensuite, l'éducation générale et surtout l'éducation des femmes, c'est-à-dire les femmes qui prennent connaissance de leur corps, ne serait-ce que biologiquement, puis les femmes surtout qui se mettent à aller au lycée puis à l'université. Donc aucune lycéenne n'a envie de commencer à avoir des enfants, aucune étudiante de 20 ans. Et la contraception aussi. Et la contraception. Et aussi une culture qui est plus individualiste. Il y a le rôle de la télévision qui est énorme. Donc vraiment c'est universel, c'est mondial. C'est pas du tout une histoire française. Vous avez dit la France a été la première. Oui, c'est vrai. Alors en fait c'est quelque chose qu'on connaît mal, parce que jusqu'à quelques années la France était un petit peu la championne de la fécondité. On était à 2 enfants par femme, là où tous les pays dégringolaient depuis des décennies, le Japon, l'Allemagne. Mais ce qu'on sait moins, c'est que la France en 1800 était le premier pays au monde où les femmes ont commencé à faire moins d'enfants. On s'est singularisé. On est différent des Anglais, des Allemands, de tous. On est les premiers. Et c'est ce qui fait qu'un siècle plus tard, en 1900, c'est en France qu'on fait le moins d'enfants au monde. On fait 2,8 enfants par femme, contre 5 pour les Allemands. Or, comme on est dans l'obsession de la guerre à venir avec les Allemands, c'est terrorisant de se dire qu'on n'a pas les soldats. Ça, c'était il y a un siècle. Ça, c'est il y a un siècle. Mais c'est justement parce qu'on a été si inquiet de cette situation face aux Allemands qu'on a mis en place des politiques natalistes qui ont fait qu'ensuite, au XXe siècle, la France a une meilleure fécondité que quasiment tous les pays riches. Il faut le rappeler, si on remonte beaucoup plus en arrière, il y a 150 ans, les familles, alors je sais pas quelle était la moyenne, mais ce n'était pas rare d'avoir des familles avec des fratries, 5, 10 frères et sœurs, Tout à fait. Je pense que la moyenne mondiale, elle a quasiment pas bougé entre l'âge de Pierre et 1800. C'est assez intéressant. C'est presque 6 enfants par femme. Et puis c'est donc en France que ça a commencé à baisser. Mais même en 1952, je prends la date de l'accession au pouvoir de la reine Elisabeth, c'est encore plus de 5 enfants par femme, c'est-à-dire pas très loin que l'an moins 10 000. Et aujourd'hui, c'est 2,2. Donc ça s'est mondialement effondré. Et la France, ça a baissé, mais la France s'en tire plutôt mieux que énormément de pays. Il y a des endroits où c'est absolument cataclysmique. Lesquels alors? Parce que vous avez parlé du Japon tout à l'heure. Le Japon,
généralement, les gens connaissent un peu l'histoire du Japon parce que le Japon, c'est le premier à être passé en dessous de 2,1, le fameux seuil de remplacement. Et ils ont fait ça dans les années 70. Donc eux, ils sont un petit peu en galère maintenant depuis 50 ans. Donc il y a un effet cumulé. Mais il y a un pays en ce moment qui bat tous les records et c'est absolument phénoménal, c'est la Corée du Sud. La Corée du Sud. C'est-à-dire que à mes étudiants, je dis un peu, c'est une plaisanterie un peu naze, mais on dirait le Japon qui a pris de la cocaïne, la Corée du Sud. Vous voyez, ils vont à une vitesse spectaculaire et tout le monde regarde la Corée du Sud absolument abasourdi en se disant c'est la nation punk, c'est no future. Oui. Pourquoi là-bas? C'est-à-dire qu'il y a eu ce que vous avez expliqué tout à l'heure aussi, quoi. En fait, la fameuse nouvelle génération, quoi. Il y a tout ça. Mais la Corée du Sud, alors l'Asie riche en général déjà est dans une position bien pire que l'Europe et surtout que la France, puisque c'est 1 la moyenne chez eux contre 1,7 chez nous, et en Corée du Sud on est en train de s'approcher de 0,6. Ça veut dire qu'aujourd'hui en Corée du Sud il faut 6 personnes pour faire un enfant. Donc c'est du jamais vu, hein. Même les pays en guerre continuent à faire plus d'enfants que ça. Corée du Sud, a priori ça va, bonne économie, paix. Bah oui. Bon. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont en plus par rapport à nous? 2 choses. La chose principale, c'est que le patriarcat est encore extrêmement puissant. Or, ce qui est nouveau, c'est que les jeunes coréennes ont maintenant la possibilité d'une carrière, d'une liberté, d'une autonomie que n'avait pas leur mère, grosso modo, et certainement pas leur grand-mère. Donc, elles ont des opportunités très importantes, mais le jour où elles décident d'avoir un enfant, ça passe forcément par un mariage. Et un mariage, ça veut dire un mari, mais pas que un mari, aussi une belle famille. Et en fait, ça veut dire aussi que s'il y a des enfants, c'est la jeune femme qui oublie sa carrière, qui se sacrifie entièrement. Donc, résultat, exactement. Elles effacent tout ça, en fait, entre guillemets, de leur logiciel, si je puis dire. Absolument. Elles sont rationnelles. Elles font le même calcul qu'on ferait à leur place. C'est-à-dire que s'il faut renoncer à tout ça, ça me coûte beaucoup trop cher, donc je ne renonce pas. Et l'autre chose, c'est une hostilité culturelle, historique à l'immigration. Donc les taux d'immigration au Japon, en Corée sont très très faibles. Ils augmentent assez vite, mais comme ils partent de très très peu, c'est très très faible. En Chine, c'est non existant. La Chine est dans une situation catastrophique aussi. Ah bah oui, la Chine, on se souvient, il y avait eu la politique de l'enfant unique, quoi, bien sûr. Oui, alors ça, c'est ça qui est assez rigolo. En même temps, c'est un petit peu tragique. C'est-à-dire que la Chine avait la politique de l'enfant unique. Ouais. Ils se sont rendus compte que leur problème, c'était pas qu'ils avaient trop d'enfants, mais pas assez. Donc en 2015, ils l'enlèvent. Et donc en 2016, il y a les paris les plus fous sur combien est-ce qu'on va avoir d'enfants, puisque enfin toutes ces familles vont pouvoir avoir le deuxième enfant qu'elles attendent. Et ils espéraient entre 20 et 24 millions de naissances, et ils en ont eu que 18. Donc déjà c'est décevant. Mais ce qu'on ne savait pas en 2016, c'est que ce 18, ça allait être un sommet regretté, puisque l'année dernière, ils n'en ont eu que 9 millions. Autrement dit, il y a 50% de naissances en moins en 7 ans. Là aussi, c'est du jamais vu. Oui. Et ça va continuer. Et ça va continuer. Est-ce qu'il y a, à l'inverse, des continents, on a beaucoup parlé du continent africain, avec une démographie galopante, où là, on continue de faire beaucoup d'enfants? Alors, oui, absolument. Donc, en gros, tous les continents du monde sont en baisse, y compris l'Afrique. Mais l'Afrique a encore une fécondité élevée. Mais quand on parle d'Afrique, il faut faire attention. En fait, ça n'a pas grand sens de parler d'Afrique, de même que personne ne parle d'Asie parce que c'est beaucoup trop grand. Oui. L'Afrique aussi. Donc il faut distinguer. Par exemple, Afrique du Nord et Afrique australe sont déjà très avancées dans leur transition démographique. La fécondité du monde arabe a baissé énormément, continue de baisser. Donc maintenant on va regarder ce qu'on appelle l'Afrique intertropicale, et là aussi il y a énormément de disparités, il y a tout un paquet de pays, donc il y a des pays qui sont vraiment en voie de transition et qui vont plus vite que prévu, et puis il y en a d'autres qui sont vraiment à la traîne et qui sont inquiétants. C'est assez inquiétant pour ces pays, un pays comme le Niger ou la République démocratique du Congo, c'est un petit peu la catastrophe, mais inversement un pays du Nigeria, vous voyez, l'ONU prévoyait il y a 5 ans que le Nigeria serait presque à 800 millions d'habitants à la fin du siècle, et là leur prévision de cet été, donc 2024, toujours de l'ONU, mettent le Nigeria à moins de 500 millions. Donc on a fait disparaître 300 millions de Nigérians à venir. Pourquoi parce un ralentissement aussi. Ralentissement de la fécondité, tout simplement. Si les Nigériennes font un peu moins d'enfants aujourd'hui, ça fera beaucoup moins d'enfants demain. Bon, vous avez planté le décor, donc est-ce qu'il faut avoir peur de cela, d'un hiver, entre guillemets, comme vous le décrivez, démographique dans votre livre, un monde sans enfants? On voit ça ensemble juste après une courte pause sur Sud Radio. Et d'ailleurs, si vous voulez réagir ou poser des questions à David Duhamel qui est avec nous, vous n'hésitez pas, 0826 300 300.
9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. Il est 10h moins le quart, la vérité en face jusqu'à 10h. Un monde sans enfants. Alors évidemment, c'est un titre un peu provocateur qu'a écrit dans ce livre David Duhamel, pour ce livre, aux éditions Buchet-Chastel, qui sort cette semaine, mais qui est particulièrement intéressant. On a vu, donc, vous avez décrit, David Duhamel, le phénomène mondial, bien sûr, même s'il y a encore des pays où il y a une démographie un peu plus féconde, enfin une fécondité un petit peu plus importante, notamment en Afrique. Tout de même, il y a un ralentissement en fait un peu partout. Donc on a vu un petit peu les causes, mais ce n'est pas fini, ça va plus loin avec la nouvelle génération. Qu'est-ce qu'elle dit, la nouvelle génération ? Alors, là, que ce soit en France ou ailleurs. Oui, bien tout sûr. à fait. Je suis content que vous me posiez cette question parce que des ouvrages sur la démographie, il y en a quand même pas mal qui sortent et je pense que comme le sujet va s'imposer un petit peu comme celui du réchauffement climatique, comme un immense dossier planétaire, je suis content d'avoir un peu ma singularité, et ma singularité, c'est de dire ça va mal, mais ça va aller encore moins bien parce que la jeune génération, j'avais un peu commencé là-dessus, elle est nourrie à deux forces que n'ont pas vraiment connu ses aînés, c'est-à-dire le changement technologique, le rapport à la technologie, et ça c'est la force principale, je pense. Et c'est pour ça, je vous en dirai plus dans un instant, mais c'est pour ça que c'est en Corée que c'est le pire, c'est parce que la Corée c'est le peuple le plus technophile. Ah oui, non mais c'est vrai. Donc ils sont tout le temps branchés ailleurs, et il y a un moment il faut se débrancher pour rencontrer quelqu'un. Il paraît quand même qu'on rencontre beaucoup justement à travers, aujourd'hui c'est à travers le numérique et l'ensemble des annonces que l'on rencontre à 60-70%, je crois. Non mais, oui. Non, mais justement, c'est un moyen, ça peut rapprocher le monde, ça peut éloigner, mais ça peut rapprocher aussi. Ça, on va en parler parce que je serais ravi de m'étendre sur la question des applications de rencontre notamment. Mais voilà, donc force technologique et force sociétale avec une remise en cause du patriarcat, notamment par les jeunes femmes dans le monde entier, et avec une polarisation croissante de la jeunesse, c'est-à-dire que historiquement la jeunesse est généralement un peu plus à gauche que la société en général. Et puis ce qu'on voit maintenant, et depuis très peu de temps en fait, depuis 5 ans peut-être, 10 ans, c'est que les jeunes femmes virent un peu plus à gauche et les jeunes hommes virent assez nettement plus à droite. Par exemple, l'élection américaine là pourrait bien se jouer sur la capacité de Trump à aller chercher les jeunes hommes qui votent pas d'habitude. Et donc, or, ce sont les mêmes jeunes qui disent « je ne sortirai pas avec quelqu'un qui a des opinions politiques opposées à moi », notamment sur la question de l'avortement, par exemple. Donc si tous les mecs sont à droite et toutes les jeunes femmes sont à gauche, on a un problème de rencontre. Voilà. Donc pour ces deux raisons, je pense que... Notamment, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, mais ça ne va pas aider, on va dire. Et donc sur la technologie, elle permet énormément de choses. C'est une épée à double tranchant, comme d'habitude. Mais moi, je pense qu'elle mine, en fait, tous les maillons de la chaîne qui mènent de la rencontre à l'arrivée d'un enfant. Et donc c'est la rencontre amoureuse, c'est la sexualité. Avant la sexualité, c'est la sociabilité. Ensuite, c'est la conjugalité, ça peut être la nuptialité, se marier ou pas, et finalement, c'est d'avoir un enfant. Et ça, la technologie, on en est finalement... c'est un mauvais servant dans cette histoire. D'autant que la technologie, alors vous parlez de tout ce qui est numérique, etc., mais il y a aussi la technologie de certaines femmes et de couples même, ou de jeunes qui se disent de toute manière, je peux attendre un petit peu plus longtemps parce que la technologie me permettra peut-être d'avoir un enfant quand je le veux. Or, ça, c'est pas aussi simple que ça, en fait. C'est ça. Alors, certainement, la technologie aide beaucoup de parents à exaucer leur désir d'enfant. Une des grosses raisons de la baisse de la fécondité, j'aurais dû le dire aussi, c'est que c'est pas tellement que les femmes ne veulent pas d'enfants ou moins d'enfants qu'avant, c'est qu'elles les veulent plus tard. Et ce qui est tout à fait compréhensible. Mais quand on commence à avoir ces enfants plus tard, c'est plus difficile et vraisemblablement on va en avoir moins que ce qu'on espérait. La technologie permet un petit peu de diminuer ce risque, mais numériquement jusqu'à maintenant, l'impact de la technologie, c'est beaucoup plus vous et moi qui sommes sur nos écrans toute la journée plutôt que de sortir boire un verre dehors. Que d'aider à la fécondité. Et puis il y avait l'atmosphère entre guillemets où avant c'était plutôt positif. Il y a une vingtaine d'années, trentaine d'années, même s'il y avait des peurs qui arrivaient ici et là, le SIDA et d'autres, mais globalement on était positif quand on était jeune. Aujourd'hui,
On est dans une démarche en fait plus sombre, plus négative de ce monde qui fait peur, le changement climatique et beaucoup d'autres situations, quoi, non? Et donc se dire, pourquoi faire des enfants? Pour quel monde? Ouais, alors moi j'ai quand même grandi avec déjà l'idée que ma génération c'était la génération négative et que la génération positive c'était celle des 60s. Ouais. Cela dit, vous avez chaque raison. génération, ça change, quoi. Ouais. Je pense que, et puis surtout, vu de notre place, c'est-à-dire un peu les vieux, les jeunes, ont toujours l'air un peu fragiles et anxieux. Oui. Cela dit, le monde... je pense pas nécessairement que le monde soit pire aujourd'hui qu'hier, mais il est plus incertain. Au moment de la Seconde Guerre mondiale ou avant, au Moyen-Âge, n'en parlons pas quand même. Tout à fait. Mais en revanche, au Moyen-Âge, par exemple, il n'y avait pas beaucoup d'incertitudes. Et quand il y avait de l'incertitude, on connaissait les formes qu'elle pouvait prendre. Ah, il va peut-être y avoir une guerre. Ah, il va peut-être y avoir un mauvais hiver. Tandis que là, c'est la volatilité et l'incertitude qui nous rend, c'est vrai, très anxieux. Et cette anxiété, je pense que... En fait, il ne faut pas tellement en rire. Je pense qu'il faut plutôt la prendre au sérieux et réfléchir à ce qu'on peut faire pour l'atténuer. Et ça demande beaucoup d'imagination. Ouais. Et c'est difficile. Oui, et puis David Duhamel, il y a le mouvement No Kids, par exemple, quoi, qui a pris de l'ampleur aussi. Pas d'enfants. Certains qui... vous estimez que c'est important ou pas? Ou non, c'est simplement mineur comme phénomène? Je sais pas trop, pour être tout à fait franc. Je pense que c'est d'abord un symptôme avant d'être une cause. Ouais. C'est-à-dire que si vous avez des jeunes qui disent « moi, je ne veux pas d'enfants », je pense que le plus important, c'est de les laisser tranquilles. En fait, on n'a pas besoin que tous les jeunes fassent des enfants. On a juste besoin que les jeunes, et surtout les jeunes femmes qui veulent des enfants, puissent les faire. Ouais. Le désir d'enfant, en France, est largement suffisant pour remplacer la population. Donc le problème, c'est pas tellement de s'en prendre à ceux qui n'en veulent pas. Ceux-là, il faut les laisser tranquilles. En revanche, ce qui est vrai, et c'est un tout petit peu compliqué à expliquer, c'est que autant il faut être à fond pour la liberté individuelle de choisir de faire des enfants ou pas, mais une société faite d'individus libres de ne pas avoir d'enfants sera une société qui souffrira de ne pas avoir des enfants. C'est-à-dire qu'au niveau collectif, on a besoin d'enfants. Et là, il y a un problème presque viral, presque de mode. Enfin, de mode, c'est péjoratif, mais viral. Si tous les gens autour de vous n'ont pas d'enfants, ça vous coûte très cher d'avoir des enfants. Si tous vos potes font la fête et que vous commencez à avoir des marmots, vous vous coupez de cette vie-là. Et donc, c'est pas tellement... sans jugement sur savoir ce qui est bien et mal, on rentre dans un moment où ça devient un petit peu un jeu de coopération, et j'ai intérêt à ce que ce soit les autres qui fassent des enfants, parce que moi et mes amis, on fait pas ça, on fait autre chose. Et quelles peuvent être les conséquences, alors de façon très concrète, en étant pragmatique sur ce manque d'enfants, donc alors elles sont majeures. Oui. Elles sont majeures. D'abord, face à la gravité qui va nous apparaître, bon, déjà on va se rendre compte que la France est plutôt mieux lotie que les autres. Mais bon, la gravité générale, tout le monde va chercher un coupable. Donc il va y avoir, ça va être les jeunes qui sont bons à rien, ça va être les vieux qui nous coûtent trop cher, ça va être les étrangers qui viennent nous remplacer, etc., etc. Ensuite, le vieillissement de la population, parce qu'en fait le corollaire de ça, c'est le vieillissement. Le vieillissement de la population, ça a des conséquences en termes de croissance économique plus molle, ça a des conséquences en termes d'innovation plus rares. Le Japon, qui était le champion de la croissance, est devenu le champion de la stagnation. Oui. Et ça a des conséquences politiques, puisque moins de jeunes, nécessairement ça veut dire plus de vieux. Et d'ailleurs, c'est pas péjoratif, hein, j'arrive les gars, je suis semi-vieux déjà, je suis grand-père, mais ça veut dire aussi que les intérêts des plus vieux seront beaucoup mieux représentés politiquement, et que pour un homme ou une femme politique, c'est beaucoup plus rentable de parler à son électorat âgé qui vote en plus en masse qu'à son électorat jeune. C'est l'équilibre du pays, d'une société, d'une démocratie même, si je vais plus loin, quoi. Exactement. Qui peut être en cause, quoi. On a parlé beaucoup, alors c'est d'un des derniers chapitres aussi de votre livre, il y en a plusieurs bien sûr, mais sur l'immigration. Alors parce que même si c'est un phénomène mondial, mais quand même il y a certains continents où il y a encore un peu plus d'enfants qu'ailleurs. Vous dites il n'y a pas de grand remplacement là, ce qu'on a évoqué, mais en revanche il y a quand même un grand changement, quoi. Et en France ça se constate, quoi. Ça se constate partout, et je pense que autant évidemment je combats l'idée du grand remplacement qui est instrumentalisé par une partie importante de la droite politique, autant je pense que la gauche fait une faute en taxant de raciste toute personne qui viendrait dire « oh là là, qu'est-ce qui se passe ?»
et en ne disant pas, mais oui, la société change, clairement, il suffit d'ouvrir les yeux. Bien sûr. Maintenant, quand on regarde quels sont les endroits en Europe où le vote anti-immigration est le plus fort, c'est pas les endroits où il y a le plus d'immigrés, c'est les endroits qui se vident le plus. C'est les endroits où il y a une crise démographique la plus aiguë. Donc c'est l'expression d'une inquiétude. Moi, je comprends qu'il puisse y avoir une inquiétude. Je pense qu'il y a la place pour un débat serein, qu'une société peut débattre de ce qu'elle considère être le bon niveau d'immigration. Le problème en France, c'est que généralement, le citoyen ne sait pas quel est le niveau et le surestime, mais à des niveaux, il pense à 40% d'immigrés alors qu'il y a 13% d'immigrés, par exemple. Et puis, eh bien, il faut aussi dire que serait la France sans l'immigration ? Que serait un pays sans immigration ? Et là, vous savez quoi ? Regardez en Corée, regardez au Japon. Parce que ce que ce serait, vous avez une fuite d'eau, il va falloir attendre 6 mois pour que quelqu'un vienne vous la réparer. Vous allez à l'hôpital, il n'y a personne, etc., etc. Donc, moi, je veux bien qu'on pointe, et je trouve qu'on le fait beaucoup. Mais d'ailleurs, votre livre n'est pas polémique, en fait, à ce sujet. Vous pointez, en fait, les choses, quoi. Voilà, et il faut voir tous les inconvénients qu'il y aurait à se fermer à l'immigration. J'ai l'impression que tout le monde a bien conscience des désavantages que peuvent amener l'immigration. Regardons aussi les inconvénients de son absence. Merci David Duhamel, c'est passionnant. Un monde sans enfants, le pire arrive, mais le meilleur peut suivre. On aurait pu parler d'autres solutions aussi. C'est aux éditions Buchet-Chastel. Vous le trouverez à partir de jeudi dans les kiosques. Merci. Dans un instant, c'est Valérie dans les bonnes librairies, pas que dans les kiosques. Les kiosques est plutôt pour les journaux. Dans un instant, c'est Valérie Expert, Gilles Gansman, André Berkoff ce midi, et puis évidemment les vraies voix ce soir, notamment. À demain.